Il faut réaffirmer la laïcité, l'interdiction de la baya, par exemple, pour vous, ça fait partie de ces rendez-vous de la nation. Je vous parle de le président de la République lui-même, dans son programme de 2017, par exemple, avait parlé du service national universel, le SNU, pour permettre de recréer du brassage, de la mixité, et permettre de réapprendre à notre jeunesse l'appartenance à la nation. Universalisé. Est-ce que vraiment ça va devenir un des outils? Vous rentrez dans la partie qui est à la fois, et j'entends bien que vous me posiez la question moins théorique, mais qui ne m'appartient plus, qui est celle de dire comment concrètement ce rendez-vous avec la nation va se réaliser, va être proposé aux Français, puisque le président de la République lui-même, d'universalité. Le président lui-même a dit qu'il aurait l'occasion de s'exprimer pour dire les choses. Je vous dis juste que moi, le constat que je fais, peut-être que je me trompe. Je ne dis pas que j'ai raison. J'ai rencontré énormément de politologues, d'économistes, de sociologues. Vous en rencontrez, vous en recevez aussi beaucoup sur votre plateau, qui vous disent que quelque chose a changé dans notre pays, dans la manière dont on est les uns avec les autres et dans laquelle on vit les uns parfois à côté des autres. Moi, je vous dis juste que je pourfends l'idée d'une société archipélisée et qu'il nous faut absolument conforter l'idée de faire nation. Et c'est donc sur ce genre de point, donc c'est à ça qu'il faut qu'on s'attende. Parce que c'est la nation française qui est capable de relever les grands défis industriels, climatiques par exemple. Je vois bien aujourd'hui que quand on parle d'objectifs plein emploi, mais ça va être un discours ou ça va être des faits, par exemple, je sais pas, l'uniforme, je vous ai dit sur la le SNU. Je subodore, je pense qu'il y aura vraiment du concret pour les Français, mais il ne m'appartient pas de vous le dire. Olivier Véran, plusieurs points. Vous disiez tout à l'heure à propos de Clément Beaune, donc le ministre des Transports, qu'il s'est exprimé sur la loi immigration. Je voulais savoir, est-ce que vous avez pensé à démissionner au moment de la loi immigration? Pas une ligne, pas un mot de cette loi immigration n'a été inspirée, écrite, rédigée par le Rassemblement national. Moi, j'ai surtout entendu beaucoup de bêtises. C'est pas une victoire idéologique. Ben non. On vous a très peu entendu d'ailleurs à ce moment-là. Au moment de la loi, c'était juste avant Noël. J'ai fait ma part en m'adressant, y compris aux députés qui étaient parfois amenés à douter. J'ai moi-même posé des questions sur le fond lorsque j'avais des questions. Par exemple, je vais vous dire en toute honnêteté, j'avais complètement zappé le fait qu'en 2016, lorsque j'étais député socialiste sous Hollande et que j'avais voté la création de la prime d'activité, j'avais voté le principe selon lequel cette prime d'activité n'était accessible qu'aux étrangers ayant 5 ans de résidence en France. Et à l'époque, sous François Hollande, lorsque j'étais député socialiste, personne ne parlait de préférence nationale parce que ça n'en est pas. Donc je vous dis juste que étendre à de nouvelles prestations des mécanismes préexistants dans la loi, j'aurais pu vous parler du RMI ou du RSA, mais je vous parle de ce que je connais le plus parce que je l'avais voté en 2016. Et aucun journaliste, aucun politique à l'époque ne s'en était ému. Je vous dis juste qu'on vit dans une époque aujourd'hui où il y a beaucoup de tensions, où on est dans l'hyper-réaction systématique et le premier réflexe qu'on peut avoir face à un texte de loi, c'est de commencer à vouloir le caricaturer ou le critiquer au-delà. Donc pour vous, ce texte de loi, il est tout à fait acceptable en l'état. Il se trouve que, je ne vous ai pas dit en l'état, je vous dis juste que d'abord, pas une ligne, pas un mot n'a été inspiré ou écrit par le Rassemblement national. Parce que vous savez que le Conseil constitutionnel a été saisi et qu'il y a des dispositions. Là-dedans. On a l'impression que pour certains, bon, vous l'avez voté, il est passé, vous dites ouf, et en même temps, vous espérez qu'il y aura une sorte de tour de rattrapage et que le Conseil constitutionnel fera le boulot que vous n'avez pas fait. Quand vous êtes au Parlement, et j'ai porté je ne sais combien de textes comme ministre, rien que des états d'urgence sanitaire pendant le Covid, je crois 15. Des textes difficiles, je sais ce que c'est. Avec une adoption difficile dans les deux chambres, je sais ce que c'est. Et ils ont tous été adoptés. Bon. Il se trouve qu'à plusieurs reprises, il m'est arrivé de dire dans cette situation aux parlementaires, ce que vous proposez n'est pas constitutionnel. Et il est arrivé que les parlementaires décident de le voter quand même. Mais vous avez entendu... Dans ce cas-là, le Conseil constitutionnel, il fait son travail. C'est-à-dire qu'il casse des dispositions qui ne sont pas constitutionnelles. Clément Beaune, il dit il faudra éviter tout nouveau débat sur l'AME. Mais ce n'était pas le deal qu'il y ait un nouveau débat sur l'AME? Le débat sur l'AME, il a été pré-tranché de manière importante par le rapport qui a été rendu par Claude Évin et par Patrick Stefanini, qui disent qu'il ne faut pas le transformer en aide médicale d'urgence. C'était le gros du débat. Et vous connaissez ma position, je m'étais exprimé clairement là-dessus. Bon. Par contre, vous voyez, c'est intéressant parce que j'écoutais j'ai vécu des fêtes de Noël et de Nouvel An, comme vous, j'imagine. J'ai rencontré des copains, de la famille, comme vous, j'imagine. On a parlé politique dans les différents repas, comme vous, j'imagine. Et donc, j'ai pu entendre aussi la perception des uns et des autres sur la loi que nous avions votée. D'abord, j'ai perçu qu'une partie des Français, en tout cas dans mon entourage, disaient cette loi, elle est bien, quand même, il la faut. 70% des Français estiment que c'est bien. C'est bien de le reconnaître. Et puis d'autres personnes qui m'ont dit mais la loi que tu as votée, là, elle tue l'AME. Non, en fait, les amis, non, pas du tout. D'abord, il n'y a pas une ligne sur l'AME dans la loi. Oui, mais enfin, Elisabeth Borne, elle s'est engagée auprès de Gérard Larcher. J'ai la lettre sous les yeux. Oui. Je souhaite vous informer que j'ai demandé au ministre concerné de préparer des évolutions réglementaires ou législatives qui permettront d'engager une réforme de l'AME. Oui, et on en a fait quand la dernière réforme de l'AME, c'était quand? J'étais ministre de la
Santé, c'était il y a 2 ans et demi. Je défends l'AME. J'ai fait une réforme réglementaire et législative de l'AME. Oui, mais là, elle dit à venir. Elle dit ce sera fait début. Elle précise, ce sera engagé en début d'année 2024. Je vous donne un exemple. Il y a des prestations sociales. Est-ce que vous êtes en train de leur faire à l'envers, à LR? Non. Il y a des prestations sociales ou non sociales d'ailleurs, y compris de collectivités, comme des tarifs réduits, que vous touchez quand vous avez l'AME, mais que vous ne touchez pas quand vous n'avez pas l'AME. Et donc, on s'est aperçu qu'il y a un certain nombre de personnes qui peuvent rester en situation d'irrégularité pour continuer à percevoir l'AME afin de toucher ces prestations. Bon, ça c'est débile, c'est pas le sens de la sécurité sociale. Vous voyez ? Olivier Véran, Gérard Depardieu, il vous rend fier ou pas? D'abord, là aussi, pardon. Parce que ça aussi, c'était un sujet de conversation à la table de Noël et du Nouvel An. Ouais, c'est surtout un sujet de conversation d'Emmanuel Macron qui a dit qu'il le rendait fier et qu'il rendait fier la France. C'est un sujet, pardonnez-moi, qui est beaucoup plus large que cela. D'abord, vous parlez d'Emmanuel Macron, c'est le candidat qui, en 2016, a mis sur la table la question des violences faites aux femmes dans les transports en commun. Et il était même attaqué à l'époque pour ça, en disant pourquoi il parle de ça. Attendez, le rapport, c'est que la politique que nous menons... Donc comme il a fait ça, il peut se permettre de dire que... Je vais aller au bout de ce raisonnement. La politique que nous menons, elle porte des résultats. Vous pourriez m'interroger, par exemple, en parlant des violences faites aux femmes, sur le fait que pour la première fois, depuis très longtemps, le nombre de féminicides est passé en dessous de la barre des 100, ce qui est encore trop élevé, mais ce qui est une baisse de 15% par rapport à l'année précédente. Ce qui veut dire que les bracelets grand danger, ce qui veut dire que les numéros d'appel, ce qui veut dire que la capacité de reloger les femmes victimes de violences, c'est quelque chose qui fonctionne. Mais moi, je vais vous dire les choses. Les propos tenus par Gérard Depardieu dans ce reportage tel que je l'ai vu, ces propos me choquent et j'ai une pensée pour les personnes qui se sont senties offensées, qui sont victimes. J'entends aussi qu'il y a des personnes qui ont porté plainte contre Gérard Depardieu, la personne, pas l'acteur, contre lui, parce qu'elles estiment avoir été victimes de violences et qu'elles demandent une réparation. Et donc je vous ferai la même réponse que dans tout ce type de situation. Lorsque la justice est saisie, c'est à elle de trancher, pas à vous et pas à moi. Nous ne sommes pas un tribunal populaire. C'est vrai, Apolline de Malherbe, qu'ayant dit cela, du fait que je suis choqué par les propos que j'ai vus, que je trouve nuls, vous dire que ça reste des propos tenus dans le cadre d'une émission, c'est à la justice de définir les choses. Non mais, vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Peut-être pourquoi est-ce que Emmanuel Macron n'a pas commencé à dire comme vous, qu'au départ, il y a quand même des propos... Je vous dis, moi j'ai commencé par vous dire, à rappeler l'engagement d'Emmanuel Macron pour l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes, et avec les résultats que nous obtenons. Et il y a encore quelques semaines, il y a encore quelques mois, on me disait, vous n'avez pas de résultats sur la politique que vous conduisez, et je disais, vous allez voir, l'Espagne, ça a pris un peu de temps, et ensuite les féminicides ont commencé à baisser. Ça va être le cas en France. Olivier Véran, porte-parole